Cette semaine, on explore comment certaines marques deviennent cultes, qu'elles soient imaginaires au cinéma ou bien réelles comme Ferrari qui transforme leur image en légende. Et pendant ce temps, on vous parlait du prix de la rame qui avait flambé. Pour rappel, c'est plus 171%. Des acteurs forts décident alors d'arrêter le particulier, l'appât du gain, les amis. Hello, c'est Quentin et bienvenue sur la bulle de la semaine, votre condensé des actualités tech et design. Aujourd'hui, on n'est que deux. Ouais, c'est petit comité aujourd'hui. Petit comité aujourd'hui. Mathieu a un petit imprévu cette semaine, mais évidemment, il sera là avec nous la semaine prochaine, je vous le promets. On va quand même faire le point météo, il fait quand même dégueulasse, hein, globalement. Il y a eu un brouillard il y a 2 jours quand je me suis levé, je me suis dit ça, c'est Silent Hill le truc, c'est le round 7, c'est dans Kino der Toten, tu vois. Ah, moi je vois ça, tu sais, le début de Harry Potter, quand t'as Dumbledore qui arrive Oui. dans la rue des oncles et tantes de Harry Potter, je crois que c'est ça, et qu'il éteint les lumières au fur et à mesure, bref. L'ambiance tamisée, brouillard, nuage, je sais même pas en fait. J'ai cru qu'il y a les chiens de Call of Duty qui allaient sortir là. Ah ouais, grave. Les chiens zombies là. Ouais. Terrible. En tout cas, comment tu vas toi ? Écoute, ça va. C'était le rush pour les 2 dernières semaines. Ça va continuer encore, je pense, jusqu'au congé de cet hiver. Quelques congés. Hein. On se laisse pas aller quand même. Faut profiter un petit peu des fêtes et de la famille. Mais là, je t'avoue, ça vivement que ça arrive parce que ça commence un peu à attiré, mais écoute, toujours content d'être là, et toi ? Bah écoute, toujours pareil. Moi, ça va très bien, et c'est vrai que là, fin d'année, tu sais, tu sors les pagaies, t'es en mode, allez, vas-y, encore une semaine. Moi, c'est un peu l'effet. Encore quelques jours. C'est un peu l'effet, t'as très envie de pisser quand t'es en voiture. Et plus t'arrives chez toi, plus ça va. Non, plus c'est dur. Ah ouais. Ah ouais, plus c'est dur. Et t'arrives, t'es à 2 doigts, t'es en train d'ouvrir la porte, tu cherches tes clés, t'es à 2 doigts de te pisser dessus. Moi, c'est exactement pareil. Ah ouais, c'est les vacances, t'es dans un mois. Ah ouais, c'est vrai ? Ouais, c'est que, genre, il reste un mois ou 3 semaines, et là, t'es en mode, waouh, franchement, ça va être dur. Et en fait, tu commences à te remettre dans la boucle, tu réfléchis plus à la temporalité, tu dis, ok, bon, bah, je prends les jours par jour, heure par heure, etc. Et en fait, tu t'enfermes dans une sorte de spirale en mode, ok, bon, bah, tu sais quoi, dans tous les cas, il faut que j'aille tout droit, j'ai des trucs à faire. Ouais. J'y vais, je le fais, et du coup, tu penses plus à la temporalité, aux dates et tout ça, jusqu'au moment où tu commences à te poser, tu fais, ça serait bien vite fait un petit peu. Quand tu t'arrêtes. 2-3 jours, tu vois. Je comprends. Mais généralement, c'est ça, c'est une histoire de quelques jours avant de reprendre, pas forcément beaucoup plus long, mais bon, quand même, les vacances d'hiver vont faire du bien, surtout quand t'as une fille et que t'as pas mal de choses à côté à gérer. Mais du coup, j'apprends aussi tous les jours, c'est ça fait partie du jeu, hein, très clairement. Clair. Et on pense à ceux qui vont bosser pendant cette période-là, forcément, qui n'ont pas forcément des congés ou qui en ont très très peu. Courage à vous, on essaie de vous égayer, même si il y a de nouvelles un peu sympas, il y en a un peu moins sympas. Là, cette semaine, c'est mi-figue, mi-raisin, dirons-nous. Mis à part pour les plus geeks, Micron Technologies, ça vous dit peut-être pas grand-chose. Quentin, il en avait parlé en actu. On avait parlé la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je me souviens plus exactement, de Micron, du marché en général de la RAM, qui était un petit peu en difficulté. Pourquoi ? Puisque forcément, la RAM, il y a une très forte demande pour les data centers, notamment et en grande majorité actuellement ceux qui alimentent tous nos petites IA. Hein. C'est pas parce que c'est dans le navigateur et que c'est pas une machine chez vous que ça tourne pas quelque part. Comme j'aime bien le dire, le cloud, c'est la machine de quelqu'un d'autre en fin de compte. Et ça se prouve aujourd'hui. Hein, nos prédictions sont révélées pour notre plus grand malheur, puisque Micron Technologies, ils arrêtent de vendre leur RAM et leur SSD aux consommateurs particuliers. C'est un tournant majeur pour le marché des composants PC, ça fait un peu chier. Surtout, ce qui est fou, c'est que c'est un bête d'acteur. Enfin, moi, j'ai acheté des barrettes de RAM Crucial il y a genre 2 mois, même pas. C'est ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, Micron, vous connaissez pas, mais en fin de compte, la marque Crucial, je pense que vous la connaissez, puisque c'est des SSD relativement peu chers et relativement performants. C'est plutôt fiable. Ils font aussi de la RAM Crucial. Je crois que c'est la Revengeance, si je dis pas de bêtises, vos Vengeance. Ouais, Vengeance, ouais. Je crois que c'est la Vengeance. Enfin, dans des catégories, il y a la Vengeance. Et en fait, d'ici la fin de leur année, de leur Q2 fiscal, qui est en, je crois, février 2026, après ça, vous pourrez plus trouver de marché, de vente de RAM Crucial et de SSD Crucial dans le marché particulier. Ça fait un peu chier. Et en fait, ce qu'ils ont annoncé, c'est que globalement, il y a tellement de demandes pour ce dont vous avez parlé, qui était la mémoire à haute bande passante, la HBM, pour alimenter tous les algorithmes d'intelligence artificielle, que en fait, c'est plus rentable pour eux de se dire on arrête, on réaffecte les lignes de production pour les vendre aux gros fournisseurs de data centers qui, du coup, hébergent tous les algorithmes et les services qui sont liés à l'IA. Donc, ils ont dit, écoutez,
Le marché grand public, on arrête. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Ça s'explique pour pas mal de choses. La tension des prix, vous savez, la chaîne logistique, c'est pas la même. Le SAV, c'est pas le même sur du particulier, sur du public. D'un point de vue purement, comment dire, Et puis ils commercial, achètent en plus gros, rentabilité. quoi. Exactement. Donc, en fait, c'est ça C'est un qui marché est bien. sûr. C'est un marché ouais. sûr. Toi, tu peux fournir, eux, ils achètent. Et puis, il avait dit, Mathieu, hein, ils arrivent, ils disent, ah, vous produisez combien? C'est combien votre capacité de production tous les jours? Ça, on prend tout. On prend tout. On Ben prend ouais, tout. c'est ça. Vous embêtez Donc pas. en fait, eux, ils y gagnent tellement fort là-dedans. Ils savent qu'ils vont produire et puis ils pourront vendre. Ce qui, par contre, fait chier, c'est que pour nous, particuliers, qui veulent créer un PC ou même dans les PC qu'on peut acheter sur le marché, même j'imagine les PC portables, l'un dans l'autre, Tout ce qui est, en fin de compte, marché particulier. Hein. on va tous se faire taper dessus et forcément on va voir les prix grimper. Et surtout, en fait, même si le prix de la RAM ou des SSD des autres concurrents potentiellement ne pourrait ne pas augmenter, ils vont voir l'appât du gain en disant bah attends, en fait, s'il y a plus ce concurrent, surtout que Crucial pour le coup c'est un bête d'acteur dans ce marché-là. On estime à peu près 30% ouais, du marché de la RAM et du SSD. Énorme. C'est énorme. C'est un Donc tiers les autres de vont tout. s'aligner. C'est ça, exactement. En fait, tu as beaucoup moins d'offres pour beaucoup plus de demandes. Donc, du coup, le marché va être plus tendu. Et c'est pas parce que eux ils continuent de vendre aux particuliers qu'ils n'ont pas les contraintes aussi de l'IA et qu'ils n'ont pas, du coup, une ligne de service potentiellement de vente, de production qui est affectée au marché du data center. Exactement. Donc, ouais. ça veut dire que potentiellement, même eux, ils ont reçu des offres sur lesquelles soit ils ont dit oui, soit ils ont dit non, mais quoi qu'il en soit, il y a des contraintes auxquelles ils doivent répondre pour leur fournir s'ils ont dit oui. Et sinon, tu as l'attention du marché grand public qui fait que bah, forcément, tu as un acteur qui se retire. Donc, tu as une demande qui va augmenter. Bah, potentiellement, s'ils doivent produire plus vite ou augmenter leur ligne d'approvisionnement, bah, ils vont continuer à augmenter les prix. Quoi. Donc, Pour de l'un vous dans donner un ordre d'idée, très concrètement, quand j'ai monté le PC gaming, là, du coup, il y a 2 mois, quand on a monté d'ailleurs, j'avais acheté du coup 2 barrettes de RAM Crucial, Ouais. 32 Go de RAM, donc 16 Go par barrette. C'est de la DDR5 en plus. Exactement, à 93 €. Ok. Aujourd'hui, cette même référence, l'exacte même sur Amazon, est à 307 €. Ouais, bah c'est ça. On avait dit à peu près C'est 171. Là, on est un peu plus, on doit être à 180% d'augmentation. Donc, quasiment x3 sur le prix. Franchement, c'est C'est assez hallucinant. Donc, Plus de x3 sur le prix. en fait, je sais même pas quoi conseiller dans ces conditions, parce que est-ce que mieux vaut que tu construises un PC maintenant en achetant ce qu'il y a sur le marché, ou alors il faut attendre que cette bulle explose, ou alors de nouveaux concurrents vont peut-être venir pour bousculer un peu ce marché. Je sais pas trop quoi conseiller. Là, pour le coup, c'est chaud. Hein. Je suis très peu certain. En fait, si tu veux, il y a deux choses. Le problème, c'est que même si tu as de nouveaux concurrents qui arrivent, ils vont se tourner vers le marché le plus rentable qui reste celui de l'IA. Donc, tu sais pas une expertise en plus que tu peux acquérir comme ça en claquant des doigts. Donc, potentiellement, c'est soit racheter une boîte qui a déjà l'expertise et la faire transitionner vers ce modèle-là, soit racheter des lignes de production existantes. Et dans ce cas-là, pareil, dans un objectif de rentabilité, tu vas aller vers le secteur qui rapporte le plus. Donc, tu auras, pour moi, personne qui va arriver sur le particulier aujourd'hui. Ouais, ou en partant du principe que ah bah ils sont plus là, il y a 30% de moins, je vais essayer de m'engouffrer là-dedans et de devenir la nouvelle référence pour le particulier C'est peut-être. ça. Potentiellement, tu vas avoir peut-être pas des références, mais tu vas avoir des acteurs de production qui vont, eux, faire de la vente peut-être en marque blanche, pardon, ou tu sais, des lignes de production spécialisées qui vont venir se rattacher à d'autres boîtes. En fait, dans les grands fabricants, tu as notamment Samsung, qu'on connaît pour leur RAM, enfin pour les téléphones, les télés, etc. Mais ils font de la RAM, ils font même du bâtiment à Samsung. Et SK Hynix. SK Hynix, qui est connu dans le marché du gaming, plutôt américain, mais ils font quand même de la très bonne RAM. Eux, ils vont voir le truc et t'inquiète pas que s'ils répondent pas déjà aux demandes de l'IA avec la fourniture dans les data centers, les 30%, s'ils peuvent s'engouffrer dedans, ce sera avec des prix tout aussi importants, voire bien plus importants. Donc demain, si jamais quelqu'un veut construire un PC, tu le dirais go maintenant bah, ou... En fait, je lui dirais surveille la bulle spéculative. À l'heure actuelle, je suis pas certain que cette bulle elle éclate en 2026. Ça évolue vachement rapidement. Mais comme on l'a dit de maintes reprises, il faut maintenir cette bulle spéculative avec des annonces de fou, ce que fait OpenAI, ce que fait Mistral, ce que fait Gemini, toutes ces boîtes-là qui sont, on le rappelle, pas rentables pour celles qui font exclusivement de l'IA, OpenAI parmi elles. Le truc, c'est que ça ne descendra pas tant que la demande ne descendra pas. L'IA aujourd'hui, c'est le sujet numéro 1 sur lequel tout acteur de la technologie parle, même ceux qui en ont rien à foutre de l'IA, mais de l'IA dans les produits, ne serait-ce que pour satisfaire les investisseurs. Tant que ça ne descend pas, le prix de la RAM ne descendra pas. On a une forte demande dit augmentation des prix. Donc, je pense que quoi qu'il en soit, il y a peu de chances pour que d'ici la fin 2026, ça redescende. Donc, entre guillemets, le bon moment, certes, pour acheter de la RAM, ça pouvait être cet été. On l'a vu avec le PC que tu avais construit ou même un petit peu après. Là, on a fait déjà x3 sur le prix. Je pense que ça va facilement aller au x5 à l'arrivée de cet été par toutes les
toute cette bulle et tout ce bousculement du marché auquel on assiste. Donc c'est un peu casse-pied. Surtout que là, on parle spécifiquement des gens qui veulent se construire un PC, mais tu l'as dit, hein, ça peut être des produits qui nécessitent de la mémoire haute performance, la fameuse HBM. Il y en a dans pas mal de produits qui ne sont pas forcément des PC. Donc en vrai, tous les produits, je pense, vont prendre un petit prix, puisque tous les produits électroniques tournent avec de la RAM aujourd'hui, tous les produits qui sont un petit peu avancés, quoi. Ça fait un peu chier parce que c'est toujours le consommateur qui se fait avoir. Ouais. On rappelle, hein, il y a eu Xbox, Microsoft, il n'y a pas longtemps, qui a annoncé aussi l'augmentation, encore une fois, du prix de vente de sa Xbox, potentiellement dû à ça, parmi d'autres choses, notamment le Game Pass, etc. Donc, effectivement, c'est le signe que l'IA, ça va reformer en profondeur les chaînes d'approvisionnement technologique. On en parlait avec du coup, le fait que les acteurs du data center, Oracle, etc., tapent directement chez les fournisseurs, les fabricants même, en disant « Coucou, ta RAM, on la prend. Voilà, tu peux produire, on prend, t'inquiète, on va s'en servir. » Ça va être le prochain challenge, je pense, du marché du hardware. Faut être vigilant sur les prix et voir si l'augmentation va pas si on va pas subir une augmentation sur tous les secteurs finalement. Sur tous les secteurs, on parlait beaucoup de la RAM, mais il y avait aussi de la SSD. Mais en fait, c'est de la mémoire flash derrière. Donc forcément que la mémoire flash, ça va, de manière générale, que ce soit dans la SSD ou dans la RAM, ça va augmenter. Il se barre, crucial de la partie SSD grand public. Donc potentiellement, il va y avoir une petite augmentation, pas aussi importante, mais malgré tout une augmentation sur le secteur du SSD aussi, des autres fournisseurs. Donc voilà, si vous voulez faire un PC pour cet hiver, je vous conseille de le faire peut-être plutôt maintenant, parce que l'année prochaine, à mon avis, il y a peu de chances pour que les prix redescendent. Ce matin, je voulais vous parler d'un livre, mais pas n'importe quel livre. C'est un livre qui explore le branding des marques imaginaires que le cinéma et les séries ont rendu cultes. Si je vous dis, par exemple, Lumon de Severance, Buzz Cola chez Les Simpsons, où on peut parler de Arakaza sur Cyberpunk 2077. Clairement. Il y en a énormément d'autres, Dunder Mifflin chez The Office, etc. C'est un livre qui a été publié récemment par la maison d'édition Caps Lock, qui explore justement un petit peu ces brandings. Et je trouve ça hyper intéressant, déjà parce que c'est un truc qui nous marque, culturellement parlant. On va se rappeler de certaines marques qu'on a pu voir dans les films et les séries. Je vous parlais de Dunder Mifflin chez The Office. Et toutes ces grandes marques, elles ont été façonnées par soit les producteurs, on peut même parler, alors c'est pas le même sujet, mais des langues qui ont été créées spécifiquement pour les films, Ouais. l'elfique chez Le Seigneur des Anneaux, le Klingon dans Star Trek. exactement, tous ouais. ces trucs-là, je trouve ça hyper fascinant et c'est fou à quel point il y a une équipe de recherche qui est là derrière pour monter ces trucs-là et l'impact est hyper fort quand c'est bien fait. C'est clair, t'en as qui les apprennent et tout. Tu parlais des langues, exactement. il y en a qui les apprennent et tout. Genre, t'es vraiment des linguistes qui ont été embauchés pour bosser là-dessus. Pour les marques, c'est vachement intéressant en plus. Exactement. Parce que t'en as qui sont vraiment faits pour être un peu le reflet de la vie réelle en disant mais qu'est-ce qui se passerait si, ou tu vois, enfin c'est au service du scénario, mais c'est un peu stylé en plus. Et puis ça rend réel en fait ça chose en l'univers. fait. Exactement, ça crédibilise vachement l'univers, le film, la série, etc. Et créer des univers de A à Z, je trouve ça très fort. Et il y a un film non, mais un livre justement qui a été publié là-dessus, qui a été écrit par Lorenzo Bernini, qui est un designer et un artiste 3D italien basé à Milan, qui est aussi du coup le créateur du projet Fictional Brand Archive, qui pareil archive beaucoup de marques qui ont été créées. Et voilà, ce livre, du coup, il retrace un petit peu cette archéologie du faux, en tout cas des films, et ça retrace à la fois l'origine, les codes graphiques, les inspirations et l'impact culturel de ces marques. Et ce que j'aime bien, c'est que finalement, quand on aime un univers, on va aller jusqu'au bout, quitte à porter des t-shirts, avoir des trucs. Et même récemment, Apple avait fait un coup de com' pour la fin de Severance, où ils avaient mis sur leur site l'ordinateur de Severance avec une belle page, etc. C'était trop fou, comme si on pouvait l'acheter, quoi. Ouais, et comme si c'était un vrai produit Apple. Comme si c'était un vrai produit Apple. Donc comme quoi l'imaginaire vient vraiment bousculer notre réel d'une certaine manière pour le marketing aussi. Bien sûr, mais ça se voit dans certains trucs. En fait, quand tu regardes des vieux films type des Star Wars et tout, ils tapent sur plein de consoles qui font bip et qui font flash, et tu vois comment ça évolue aujourd'hui et les inspirations qui sont un peu transposées en disant bah voilà, dans le futur on pourrait imaginer ça, comment est-ce que ce sera dans la vraie vie, t'as les hologrammes, ouais, mais c'est en même temps des vieux écrans cathodiques et tout. C'est hyper intéressant de voir la disparité qu'il y avait avec comment on imaginait le futur
à l'époque et ce qu'il est devenu maintenant avec toutes Complètement. les révolutions technologiques qu'on a eues au service du coup du marketing et du consommateur final. Ouais, et l'idée de reproduire justement subtilement les codes du branding qu'on a réellement, en Bien fait. sûr. L'idée, c'est, comme tu le disais, c'est de reproduire fidèlement ce qu'on a dans la vraie vie, mais à travers un univers qui est marqué, qui est fort. Et c'est ça qui crée la richesse dans cet univers. Donc, je vous parlais de quelques marques. Hein. Il y a Dunder Mifflin, il y a Arakasa, il y a ATN Arasaka, News, Arakasa. Arasaka. T'es sûr, c'est pas Arakasa? Ah, je suis certain, c'est Ah Arasaka. ouais? Arasaka. C'est ce Je l'ai que, fait, c'est ce je que l'ai j'ai fait écrit. 2-3 fois Cyberpunk, c'est Arasaka, je peux te dire. Ok. La tour, elle a pété quelques fois dans le jeu. Et ben voilà, il y a ATN News, il y a Wonka, il y a Buzzcola, enfin il y en a vraiment Bien sûr. énormément. Donc je vous invite à aller découvrir un petit peu ce livre que je trouve très cool. Je pense qu'en plus je vais le choper moi de mon côté parce que j'aime bien. En fait, c'est tellement fort ce qui est créé dans les séries, il y a tellement de recherches et finalement ça nous impacte aussi vachement nous, à la fois culturellement parlant parce qu'on aime bien s'imprégner de ces univers-là et puis même ça peut nous influencer pour quelques créations. Et puis ça fait toujours plaisir. Des fois, tu te balades dans les centres commerciaux et tout, et tu trouves, la dernière fois, j'étais, je sais plus où, à un magasin, tu sais, qui vend des produits pas geeks, mais genre, tu sais, un truc où t'as un peu tout, tu sais, il y a un magasin La où tu peux pop acheter des culture, cadeaux, pop culture en général, exactement, donc t'as des figurines, etc. Et t'avais genre de la bière au beurre de Harry Potter, tu vois. Ah Ça oui. m'est déjà arrivé d'être, je sais plus, en vacances, je sais pas, ouais, dans les distributeurs, t'avais de la bière de la Duff. La Ça, c'est Duff incroyable. de chez les Simpsons. Les du coup. Simpsons, ouais. Ouais, alors je sais pas si la bière Duff a été créée pour les Simpsons ou si c'est eux qui l'ont intégrée dans le truc. Pour que ça reste- c'est eux justement, qui- ils c'est l'ont eux qui créé l'ont dans créé. les Simpsons. Donc, tu Ouais. vois, c'est rigolo, ça doit être une bière lambda ou quoi, juste si t'ont mis une étiquette Duff dessus, c'est rigolo. Et moi, ce que j'aime bien avec Arasaka, du coup, l'une des principales sociétés qui est présente dans l'intrigue de Cyberpunk 2077, c'est cette espèce de transposition que tu as dans la vie réelle, puisque c'est devenu aussi une figure de lutte contre l'autorité et l'oppression des certaines sociétés capitalistes, où maintenant, à chaque fois que tu as un truc genre. Tu sais, dans un contexte en plus politique et commercial un peu compliqué, ouais, il y a une grande société qui vire des gens ou qui opprime, machin, et tu as toujours le thème derrière qui s'appelle The Rebel Path, donc le chemin du rebelle, qui est la musique que tu entends quand tu joues Johnny Silverhand et que tu vas justement faire péter la tour. Ok. Le ta-na-na-na-na-na. Et du coup, à chaque fois, tu Sur les relis réels les deux, Insta, quoi. mais sur les réels Insta, c'est vraiment à chaque fois que tu as un truc en mode ouais, tel truc mauvais se passe, lié jusqu'à Et une ils grande mettent la corporation. Tu as cette musique-là en fond et tu sais, C'est trop fort. c'est comme si tu actives une espèce de cellule dormante dans ton cerveau en mode tu as envie de faire une dinguerie. Mais tu comme vois. quoi, au final, la musique est aussi une déclinaison hyper forte de ce truc-là, déjà émotionnel. Hein. On Bien est sûr. allé voir le Bien concert de Hans Zimmer, qui du coup est l'un des plus grands compositeurs de notre siècle, hein, Ah, qui a ouais, composé pour tellement de grands films. Et du coup, à chaque fois, il y a ce truc-là hyper chouette de dire ah putain, mais ce film-là, ça me fait penser à ça. Mais en fait, telle émotion est reliée à telle chose. Je sais pas d'ailleurs si ça vous est déjà arrivé d'avoir une odeur ou une odeur, une musique ou des images qui sont reliées à un souvenir. Bien sûr. Et bien sûr. je trouve ça hyper fort. Et pour le coup, c'est tellement inexplicable C'est clair. la manière dont le cerveau fonctionne. Alors on divague un petit peu, mais c'est vrai que de fil en aiguille, on arrive à cette conclusion à chaque Mais fois. c'est ce qu'ils cherchent. qui est Du coup, folle. on parlait de rendre l'univers réel avec à la fois certaines sociétés qui reprennent certains codes de la vie réelle, mais qui disent bah voilà, cette société, l'objectif, c'est que en fait dans mon univers, ce soit ça. Comment est-ce que je peux rendre le truc crédible? Donc tout, c'est vraiment créer une vraie marque, Une c'est-à-dire vraie marque, ouais. de quoi elle est partie, pourquoi elle en est jusque là où elle est, c'est quoi la difficulté, pourquoi est-ce que les gens l'aiment ou la détestent, et comment je crée cette espèce de parcours qui va arriver à là où je veux qu'elle soit dans l'univers que j'ai créé. Les elfes, c'est un peuple qui a été opprimé, machin. Oui, certes, on parle d'une langue plus d'une marque, mais quoi qu'il en soit, Dunder Mifflin, bon, la DA. Il faut créer relativement de simple, l'authenticité et de l'antériorité, en fait, là où on va arriver dans la série. au service du coup de ce que tu veux donner comme image, enfin ce que tu veux que la personne qui regarde, ressente. Enfin, quand Dunder Mifflin, c'est une boîte qui fait du papier, c'est tout. Il n'y tout. a pas plus simple, elle fait du papier. Donc tu regardes leur logo, c'est blanc, une police, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux que ça amène derrière? Tu as une certaine simplicité dans la manière dont ils ont construit les choses. C'est des bureaux d'époque, c'est relativement simple parce qu'en fait, le fait que ce soit une boutique de papier, on s'en branle. C'est ce qui se passe dedans. C'est un reportage dans une société qui fait du papier. Et toutes les intrigues autour viennent finalement assez peu du fait que c'est une société de papier. C'est plutôt dans les trucs un peu rigolos, machin. Oui, tu as de temps en temps où ils parlent du fait que c'est compliqué, que tu as un autre acteur, que tu as un rachat, des trucs de fou. Mais c'est au service de l'univers. Et le fait que ce soit simple, cette partie-là, ça sert à justement pas trop rappeler comment dire, pas trop prendre de place dans le scénario, justement pour servir toute cette espèce d'aspect sketch de The Office.
Et d'ailleurs, le livre s'inscrit vraiment dans une recherche académique un peu plus large sur justement cette notion de branding fictif. Et c'est un terme d'ailleurs qui est défini comme des identités de marque créées pour des œuvres audiovisuelles, on en parlait, Ouais. mais qui jouent vraiment un rôle ultra précis là-dedans. Quand tu regardes en plus l'aspect de Severance dont tu parlais, c'est vraiment tout épuré et tout. Mais Que ce ouais. soit Apple qui l'ait fait derrière, où c'est vraiment leur DA, des trucs tout lisses, tout propres, vraiment très épuré. C'est très rigolo comme... C'est de la proximité Ouais, c'est ça. finalement, Ouais, c'est ça se rejoint. En tout cas, le livre il est proposé à 30 €, donc franchement ça vaut vraiment le coup pour s'immerger un peu plus dans l'univers et dans ce qu'on Et préfère je pense finalement. que pour ceux qui font du marketing ou de la com, en vrai, c'est intéressant de voir le procédé qui a été mis parce que je pense que c'est pour les fans de design et tech en général ou juste les gens qui aiment bien comprendre pourquoi ils aiment bien ou comment, enfin pourquoi ils aiment bien cet univers-là ou ce produit-là d'une marque. Déjà, c'est intéressant, mais pour ceux qui font du marketing ou de la com, il y a vraiment un truc intéressant, je pense, de comprendre derrière toute la recherche qui a été faite pour aboutir à ça. Pour cette moi, marque. c'est l'une des principales influences. Tu peux comprendre ce que des marques que tu connais, qui t'entourent et qui existent vraiment, peuvent t'influencer Ouais. et comment tu peux les apprivoiser dans la manière dans la culture populaire, avoir et s'inspirer aussi des marques qui ont été créées par des cerveaux, des personnes qui, de la même manière que des grandes marques, l'ont fait, mais pour des univers. Je trouve ça tout aussi intéressant finalement, et tu peux peut-être même comprendre un peu plus de choses Bien sûr. parce que l'univers est fait de pratiquement A à Z à chaque fois. Et comment elles ont suivi les affres du temps aussi. Tu te rappelles d'Apple avec leur logo de pomme à moitié mangé, mais qui était avec un petit arc-en-ciel dessus. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ils sont partis sur un design plus épuré? Il y a tout un tas de raisons qui sont vachement intéressantes. Alors ça, il y a un autre livre là-dessus, Ouais. c'est sur la culture des logos. Peut-être que je vous en parlerai dans un épisode, mais c'est vrai qu'il y a tellement de livres comme ça de créa qui sont incroyables. Il y a chez Taschen, hein, je vous invite à aller voir un petit peu cette maison d'édition qui justement crée des livres là-dessus, les 1000 chaises, les designs d'architectes. Et d'ailleurs, chez Taschen, on peut parler d'un livre que j'ai acheté récemment qui s'appelle Ferrari, tout simplement, qui a été publié du coup par la maison allemande, hein, Taschen, qui est du coup réputée pour ses livres d'art illustrés, etc. Ça retrace un petit peu l'histoire complète de Ferrari, de sa création par Enzo en 47 jusqu'à son rôle dans la course automobile au Mans, chez Ferrari, etc. Qui a existé d'abord en course d'ailleurs. Qui a existé d'abord en course. Lisez le livre ou alors regardez des vidéos à ce sujet-là, mais c'est vrai que d'abord lui, il voulait vraiment faire de la course, il s'en foutait de l'automobile grand public entre guillemets, Ouais. et c'est en faisant ça qu'il a dû influencer, ça a influencé la course, et finalement ça a peut-être plus d'impact en tant qu'icône à l'extérieur de la piste automobile que ça ne l'est au final là-dedans. Mais en tout cas, ouais, le livre est incroyable, hein. Il s'appuie sur des archives officielles de Ferrari et même à des collections privées du monde entier. Donc il y a des photos absolument magnifiques de ce qui s'y passe, des courses même de Formule 1 qui sont passées récemment, jusqu'aux histoires et aux articles d'archives qu'on a pu retracer au fur et à mesure de la création. Avec Ford et tout. Bien sûr. Exactement, donc il y a vraiment des photos inédites, des croquis de documents rares, des analyses des modèles routiers et même de courses, je vous le disais, et surtout des récits, des victoires emblématiques. Donc ouais, c'est un grand format, 688 pages, et je pense que c'est l'un des cadeaux parfaits pour Noël, surtout que ça coûte genre 130 €, quelque chose comme ça. Et pour le livre que c'est, je trouve ça mais dingue. Normalement, moi c'est un livre que je mets 400 balles dedans, tu vois. Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Bah, pour un fan d'automobile, en vrai, si jamais, ouais, effectivement, quelqu'un qui veut un peu se plonger un peu dans ces histoires-là, en ayant à la fois des anecdotes, à la fois des trucs tracés un peu historiquement et puis des belles photos, c'est un super. Et même, quoi qu'il en soit, c'est un super picture book, c'est un truc qui est magnifique à mettre dans un livre. Exactement. C'est vraiment c'est un beau livre, quoi. C'est une petite encyclopédie, quoi. c'est vraiment une C'est un grosse bon pavé, brique. quoi. Et c'est si jamais vous voulez avoir vraiment ces références visuelles, si vous voulez avoir un beau livre, on appelle ça un coffee book, hein, voilà, tu le mets sur ta table et tu kiffes. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que ça fait partie des petits objets de collection, je trouve chouette à avoir à la maison, quoi. Tu sais, tu me fais penser à un truc dans Cyberpunk, le fait que il y a une moto emblématique, je crois que c'est une Archer. Alors ça, je vais peut-être dire une bêtise, je sais pas si la marque existait ou pas, mais ils l'ont refaite dans le jeu dans la vraie vie. Alors, ils l'ont faite dans le jeu, mais je crois qu'après ils l'ont refaite dans la vraie vie. Ah ouais. Et je crois que c'était sur impulsion de Keanu Reeves qui est un motard invétéré, qui est du coup l'un des personnages principaux de Cyberpunk. Je crois alors je sais pas si c'est dans quel sens, si c'est la marque qui a été créée. Moi, j'ai jamais entendu parler de la marque Archer en auto, enfin en moto, mais je connais pas toutes les marques du monde, faut pas déconner. Si elle a été créée pour le jeu et après ils l'ont ramenée dans la vraie vie, ou c'est une marque avec qui ils ont fait un partenariat, puisque tu as un partenariat avec Porsche, puisqu'il y a une vieille 911 dans le jeu, comme Porsche du coup qu'ils ont contacté Archer pour créer une moto sur mesure du futur et la refaire après dans la vraie vie. Mais vu qu'on parlait des marques qui ont potentiellement influencé le comment dire, qui ont quelque part une espèce d'ancrage dans la réalité, c'est vachement intéressant
de le savoir. Je l'ai vu passer par hasard sur un réel la semaine dernière. J'étais en mode, oh putain, stylé. Et d'ailleurs, c'est les 5 ans de Cyberpunk, je crois, hier ou avant-hier. Ah ouais, comme ça, putain, déjà. Au moment où on ça, c'est enregistre. fou. Ouais. Mais il y a plein de trucs comme ça qui s'inspirent du fictif pour le basculer dans le réel. Il y a une boîte, alors c'est sur Netflix que vous pouvez trouver ça. Je crois que c'est Gotham Garage qui l'a fait. C'est des trucs de rénovation de bagnole. Donc ils font rentrer une caisse. Alors eux, ils sont vachement spécialisés aux États-Unis sur les hot rods. C'est les vieilles Ford que tu peux personnaliser à fond. Mais ils font aussi des projets perso où ils vont construire la voiture de A à Z. Donc ils vont te prendre un châssis d'une voiture. Ils vont te mettre de la fibre de verre pour vraiment la former. Et ils sont inspirés du film Speed Racer, alors que moi, j'ai pas vu personnellement, mais dont la voiture est complètement emblématique. Et ils l'ont recréé de A à Z. Et cette voiture est rentrée au Peterson Museum de Los Angeles, donc l'un des les plus grands musées d'archives qui a failli fermer d'ailleurs il y a quelques années de ça. J'ai même pas eu la chance d'y aller, même quand j'étais là-bas, donc il faut vraiment que je me mette les bouchées doubles pour y aller et visiter tout ça. Et c'est d'ailleurs là-bas qu'il y a aussi la Tesla Roadster de chez Tesla. Entre autres, il y a énormément de choses et ils font des roulements à chaque fois. Mais voilà, le fictif qui inspire le réel et inversement, je trouve ça très, très chouette. Et je voulais vous parler de ces deux livres parce que je les trouve chouettes et puis pas si cher que ça en plus, l'un par rapport à l'autre. La période de Noël en plus. Et la période de Noël influence vachement ces décisions. Mon petit Rewan, Jean nous a répondu. Jean, celui qui nous partage, le technophile, celui qui passe ses cours de techno, il nous répond sur son expérience actuelle. On lui avait posé la question ce que représente la techno aujourd'hui. Les cours de technologie, pour ceux qui n'ont pas suivi le précédent épisode. Je vous laisse avec les doux mots de Jean. Salut les gars, alors voilà, je vais vous présenter les cours de techno 2025. Alors déjà, au début de l'année, on a fait un lampadaire intelligent. On appuie sur un bouton, le lampadaire s'allume, la chose la plus folle que j'ai faite tout au long de ma scolarité en cours de technologie. Et là, en ce moment, on est en train de faire les lignées d'objets techniques, donc dire qu'un fer à repasser a évolué au fil du temps. Voilà, enfin vraiment c'est nul et ça n'a pas beaucoup changé et effectivement ça va vraiment avec la tête du prof. Pas de bol, on n'a pas un bon prof, donc c'est vraiment relou et je vais me le taper encore longtemps. Et aussi, j'avais encore une autre question. Qu'est-ce que vous pensez des Fairphone ? Bon, salut. Jean, il tire à balles réelles. Après, en vrai, nous, c'était un peu la même. Oui, mais c'est sûr. On le disait pas directement, ouvertement dans le podcast. Heureusement, Jean, on préserve l'anonymat. C'est juste ton prénom, c'est Jean, mais... Non, mais en vrai, c'est cool le truc du lampadaire et du fer à repasser. Moi, je suis pas d'accord. C'est ce que j'allais dire, c'est un peu cool. Alors, le fer à repasser, c'est un produit un peu random. C'est clair. Mais en vrai, l'histoire de l'évolution d'un produit, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est trop cool. Moi, je faisais pas. Enfin, j'ai pas le souvenir en tout cas d'avoir fait ça. Alors, lampadaire intelligent, j'aimerais bien savoir parce qu'il a dit t'appuies sur un bouton, ça allume le lampadaire. Oui, ok, jusque-là, c'est le but c'est le but d'une lampe. C'est le but d'une lampe. Si c'est sans fil et que ça passe par du genre une passerelle Zigbee ou un truc comme ça, c'est incroyable. Là, je pense qu'à mon avis, c'est juste un circuit avec un bouton. C'est un switch en fait. C'est un lampadaire, c'est pas un lampadaire intelligent. Toi, t'es intelligent. Et t'opères un lampadaire. Mais cœur sur toi, Jean. Mais très fort, très fort. Le fer à repasser, en vrai, l'évolution, je pense que tu pars d'un truc simple. C'est-à-dire que le but, c'est quoi ? C'est de... c'est une plaque de fer. Non, mais je veux dire, l'objectif, c'était quoi ? C'était de rendre des vêtements moins froissés. Donc forcément qu'il y a eu des évolutions. Tu en as déjà vu. Tu as déjà fait des brocantes où tu as vu des vieux fers à repasser d'époque où il n'y avait même pas mais le truc quoi, pour la vapeur et tout ça. À ma retoucherie, je sais pas si on appelle ça comme ça. Peut-être, oui, je crois que oui. Bon, bref, ceux qui s'occupent de faire ça, justement. Au pressing, exactement. Et bah, cette dame utilisait des vieux fers à repasser pour le faire. Ouais, mais t'en as où t'avais pas de... Enfin, je veux dire, à l'époque, c'était juste tu le faisais chauffer à la mano et puis tu passes dessus. Alors, certains disent que c'est beaucoup plus efficace. Alors après, maintenant, il y a un circuit. C'est pas juste tu le mets dans... Je sais pas, tu le mets au feu, tu sais, et puis ensuite, tu le fais. Je sais même pas si c'était comme ça à l'époque. Peut-être que Jean, du coup, a l'histoire. Peut-être pas sur le feu directement, parce qu'à mon avis, tu dois mettre plus de merde que de repasser ton truc. Mais oui, je crois que ça chauffe à la mano, ouais. Mais en revanche, maintenant, avec les fers vapeur et tout, c'est trop bien. Mais bon, ça, c'est notre vie daron, Jean. On comprend, on sait, à un moment, on évolue. Je te parle pas des centrales vapeur, hein. Tu sais, maintenant, t'as des discussions autour du meilleur électroménager, machin. T'as quoi ? T'as acheté le dernier Cookéo, incroyable. J'ai la centrale vapeur, ça change la vie. Ça change la vie. Bon, quoi qu'il en soit, on a hâte de voir peut-être les autres produits dont tu as l'évolution plutôt que le fer à passer, mais ça peut être cool. Pour ce qui est du Fairphone, dommage, on n'a pas Mathieu avec nous qui a utilisé le Fairphone. On lui posera la question la prochaine fois. C'est vrai, on en avait parlé la dernière fois en plus du Fairphone, parce que lui, il se l'est fait prêter, si je dis pas de bêtises, il l'a gardé un petit temps. L'avis de Mathieu, si je le fais en version un peu courte, c'est que globalement, il apprécie la démarche. Ça reste un produit qui est quand même relativement cher
par rapport à ce qu'ils proposent. La dernière génération, je crois que c'est le Fairphone 5, c'est le seul où il m'a dit ouais là ok je me verrais l'utiliser en tous les jours parce qu'avant tu avais quand même pas mal de compromis. T'as un beau design maintenant. Ouais. C'est ça, mais avant tu avais pas mal de compromis, les photos étaient pas géniales, l'OS n'était pas forcément très optimisé. Là le dernier t'as un bel écran, c'est le Fairphone 6. C'est le 6, pardon. C'est le 6. Ouais. Et ils viennent de sortir leur casque maintenant, les Fairbuds XL, si je dis pas de bêtises. Leur casque qui a un très beau score de réparabilité, encore une fois. Moi, je suis un possesseur de framework, donc qui est un petit peu un équivalent plus récent de ce que peut proposer Fairphone, mais sur le marché, notamment du PC. Alors, plutôt PC portable, maintenant, ils ont fait un PC fixe. J'apprécie la démarche de Fairphone. Pour autant, je vais trancher le truc. J'apprécie le fait que tu as un téléphone que tu puisses mettre si tu l'achètes plus cher, qui a une durée de vie très très longue. C'est-à-dire qu'ils ont un bon support Android, ils ont une fourniture de pièces, ils publient pas mal de papiers sur même comment faire tes composants si jamais tu en as envie. Des tutos de réparation iFixit, etc. Donc, je pense que c'est une très bonne alternative pour quelqu'un qui avait un téléphone qui fonctionne, qui fait tout globalement bien sans plus, qui est polyvalent et qui peut emmener très très loin dans la durée. Pour autant, moi, étant un gros power user, aujourd'hui, mon daily drive de téléphone, c'est un Samsung Galaxy Fold 7, donc celui qui se plie en long, en large, pas en long. Ça ne m'irait pas parce qu'en fait, je suis quelqu'un qui recherche beaucoup dans un téléphone parce qu'en fait, c'est un truc que j'ai dans les mains quasiment, je sais pas, peut-être 5 heures par jour. Bon, j'abuse un petit peu, mais je m'en sers vraiment beaucoup et je fais plusieurs trucs différents dessus. Donc, avoir un téléphone juste réparable, ça ne m'irait pas parce qu'il y a trop de sacrifices pour quelqu'un qui s'en sert autant. Alors, tu as un beau design, tu as des performances, etc. Mais c'est vrai que la philosophie, avant tout, c'est la réparabilité et la longévité. C'est ça. Donc, si tu fais partie de ces personnes qui ont envie de rechercher ce genre de téléphone, ce qui peut être hyper intéressant, mais ça reste quand même 600 €, hein, faut quand même le prendre en compte. Bien sûr. Bon, même si aujourd'hui tu as des Klarna, des trucs comme ça qui te permettent de le payer en plusieurs fois, à la fin ça reste quand même 600 balles à mettre dans un téléphone. C'est ça. Ce qui reste cher vis-à-vis de la concurrence. À côté, tu peux avoir un iPhone 16e par exemple. Ouais. Alors, c'est pas le même taux de réparabilité, mais on sait que les iPhones ça tient très fort dans le temps. C'est ça. En termes de support OS, tu vas être un peu plus limité malgré tout sur une vieille génération. Mais c'est vrai que Fairphone, je sais plus, mais je crois que c'est 7 ans je crois que ça va entre 7 et 9 comme ans. ça. Ouais, c'est vraiment long. Et puis, tu as les smartphones Google, et évidemment, hein, les Pixel, tu as les versions A maintenant qui sont moins chères. Je crois que c'est aux alentours des 500-600 € d'ailleurs, à peu près le même prix. Et qui, pareil, hein, c'est Google. C'est moins cher que ça, même. C'est entre 3 et 400, je crois. Ah ouais? Ouais, parce que j'ai acheté un neuf récemment, je crois que c'était 500 celui-ci. Donc les A, je crois que c'est même un peu moins que ça. Et bah c'est cool, en tout cas c'est Google donc qui font à la fois l'OS et le hardware, donc du coup tu vas avoir pareil une plus longue durée de vie. Donc en fait Fairphone a une putain de belle ADN, je trouve, un peu comme Framework, où il faut qu'il y ait ces acteurs là sur le marché, il faut qu'il y ait des consommateurs. C'est pas dédié à tout le monde et je pense qu'il faut vraiment en avoir envie. Il faut en avoir envie et je pense que c'est aussi une question de besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si l'objectif c'est d'acheter un téléphone pour quelqu'un qui va s'en servir relativement longtemps et dans des conditions un petit peu particulières, je pense aux parents peut-être un peu moins technophiles, aux grands-parents ou à un enfant, vous voulez lui acheter un téléphone récent qui va relativement... pour Jean par exemple, tu as 14 ans... C'est ça, en vrai c'est un bon investissement. C'est-à-dire demain tu pètes l'écran, bah ouais ça fait un peu chier mais bon tu le rachètes, je sais pas, 80 balles, un truc comme ça à l'écran, peut-être moins que ça, et à le changer t'en as pour globalement un quart d'heure, 20 minutes, et même toi Jean en cours de techno tu pourrais le faire. Ce serait même hyper intéressant en cours de techno. Un écran connecté. Mais non, mais comment tu le répares en cours de techno, ce serait trop intéressant. Mais de ouf. Si jamais un jour il te demande un TD, tu dis voilà, tu présentes Fairphone, l'ambition, etc. En vrai c'est trop cool. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut le prendre. Je pense que c'est très bien. Fairphone, Framework, toutes ces marques là qui font des trucs hyper réparables. Dans un monde où aujourd'hui on a tendance à acheter un téléphone tous les ans et acheter l'ancien, c'est un peu chiant. Il y a besoin d'acteurs comme ça qui prouvent que c'est possible. Bah voilà, en tout cas pour les actus de la semaine. Et si la technologie n'était pas seulement là pour nous simplifier la vie, c'est la question que je vous pose et c'est la question qu'on va se poser jeudi. Du réveil programmé à la série du soir, la technologie rythme chacune de nos journées. On commande, on scrolle, on se connecte et en moyenne, on y passe 4 heures par jour. Peut-être 5, Borewan il nous disait. Oh là là. Mais alors, est-ce que la technologie nous rend vraiment plus heureux? On en parle jeudi dans Bubble. Merci les osios. Ciao, ciao.